Donc on démarre avec d'abord la présentation de nos invités. Je disais, certains y consacrent leur vie, c'est peut-être ça. Jean-Pierre Cabestan est avec nous en direct de Hong Kong. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Directeur de recherche donc au CNRS. Demain la Chine, guerre ou paix? Ça me semble un très bon titre pour l'heure que l'on va passer ensemble, Jean-Pierre. Le guerre, juste question comme ça, le guerre, c'est guerre civile ou guerre avec les États-Unis? Non, guerre internationale, et oui, d'abord avec les États-Unis. Pas de guerre vous civile. avez vu le point d'interrogation sur mon titre. Donc, je pense plutôt, pour faire bref, à des crises militaires qu'à une guerre vraiment ouverte entre les deux puissances, les deux premières puissances mondiales, les deux puissances qui sont également nucléaires, ne l'oublions pas. Christian Saint-Etienne, alors c'est votre thèse aussi évidemment, hein, Christian, économiste, votre bouquin Les apprentis sorciers, Trump, Xi Jinping, il va falloir... En fait, c'était pas Trump, c'est les États-Unis, Xi Jinping, c'est les... Exactement, je l'avais anticipé, mais sur la Chine, Biden continue la politique de Trump. Voilà. C'était pas forcément évident à ce point-là, mais en fait, il la continue totalement, il n'a pas touché aux droits de douane. Ils sont au même niveau que ceux qu'avait fixé Trump. Et sur la méfiance vis-à-vis de la Chine, ça reste au même niveau, voire plus. Donc, il a quand même justifié le retrait d'Afghanistan en disant qu'il fallait concentrer ses forces face à la Chine. C'est quand même assez colossal comme mouvement. Donc, ça montre à quel point les États-Unis considèrent, enfin, je reviendrai là-dessus, et à quel point les États-Unis considèrent le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale comme le sujet des 20 prochaines années. On y reviendra, mais je voudrais justement pas qu'on ne parle que de ça. David Bavrez aussi est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Votre dernier bouquin, c'est Chine-Europe, le grand tournant. Vous allez partir là pour Hong Kong. Vous nous racontiez que vous alliez faire 3 semaines de chambre d'hôtel enfermée, de quarantaine. Vous pouvez même pas quitter la chambre, c'est ça le régime pour retourner Je peux, mais je vais en prison pendant 6 mois. Donc je ne pense pas le faire. Le calcul est mal fait. David, ils en sont où? Moi, je voudrais qu'on démarre sur la situation économique de la Chine aujourd'hui. Parce que j'ai des signaux contradictoires. Quand vous regardez ce qui se passe du côté du commerce extérieur, hein, les tout derniers chiffres sont quand même très spectaculaires, notamment en ce qui concerne le déséquilibre avec l'Europe. On est passé de 31 milliards de dollars de déséquilibre par mois, d'importation, pardon, par mois, de la part de l'Union européenne à 39 milliards de dollars aujourd'hui. Donc 31, c'était 2019, hein, c'était avant le blocage. Et en même temps, vous avez une production industrielle en Chine qui, sur cet été, s'est inscrite au plus bas de... J'avais noté ça dans un coin. Bref, oui, au plus bas depuis septembre 2020. Donc ils en sont où exactement en termes de croissance économique? Xi Jinping nous avait promis la double circulation. Et en fait, on a plutôt un double embouteillage. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments. La consommation est plus faible qu'attendue. Et pour une raison très simple, elle est en gros plus 3% par an comparé à 2019. Et pour une raison très simple, c'est que la Chine n'a pas de vaccin efficace face aux nouveaux variants. Et donc la Chine est obligée de reconfiner une partie de sa population et est obligée de, typiquement, fermer ses ports. Donc le port de Shenzhen, premier port au monde, hein, pendant 4 semaines en mai-juin, et le port de Ningbo pendant 3 semaines au mois d'août. Et ça a un impact sur sur la seconde circulation qui était censée les exports. Vous venez de citer des chiffres très positifs. En réalité, ce que vous voyez, c'est que tous les exportateurs ont aujourd'hui un véritable cauchemar qui est d'organiser leur supply chain et leur logistique mondiale. Puisque la Chine peut fermer à tout moment ses ports et donc la logistique mondiale. On dit d'un mot, double circulation, on en avait parlé ensemble, et j'en reparlerai d'ailleurs, c'est ce dont on parle depuis 20 ans aussi, la consommation intérieure, la circulation de la consommation intérieure et du Made in China, qui petit à petit prend le pas. Puis deuxièmement, les exports. Voilà, les exportations qui restent là, mais on se rendait bien, c'est beaucoup l'idée d'une Chine qui arrive à devenir autosuffisante. Et la réalité, c'est que les chiffres sont... Enfin, la réalité est très inférieure aux chiffres qui sont publiés, et c'est pour ça qu'il y a un durcissement politique. Parce que vous savez, si vous prenez l'histoire de la Chine, c'est chaque fois qu'économiquement le pays a des problèmes que le pays se resserre politiquement. Jean-Pierre Cabestan, c'est votre vision aussi, c'est-à-dire, je voudrais vraiment un point conjoncture presque, vous voyez Jean-Pierre, où est-ce qu'on en est? Politiquement, il y a un resserrement de la Chine, il y a un isolement de la Chine, alors à la faveur du Covid, hein. La Covid a évidemment favorisé une reprise en main politique.
on voit bien, alors c'est la préparation du congrès l'an prochain, et Xi Jinping, comme vous le savez, veut rester au pouvoir plus longtemps que l'espéraient ses détracteurs, et même la Constitution au départ. Mais il y a un resserrement idéologique. On insiste beaucoup sur la redistribution de la fortune que les On va y aller, milliardaires Jean-Pierre, ont justement, mais accumulé. est-ce que ce resserrement est en partie provoqué par une impasse économique, une impasse de production telle que vient de la décrire David? Elle est provoquée en partie par les difficultés que la Chine affronte dans ses relations avec ses principaux partenaires, hein, et en particulier les États-Unis. Hein. Et donc, elle est aussi le fait que la Chine voudrait devenir plus autonome sur le plan des technologies et qu'elle veut beaucoup investir dans ces secteurs, mais dans un contexte international qui est beaucoup moins favorable qu'auparavant. Donc, vous avez cette crispation qu'on sent avec des tentations populistes de la part de Xi Jinping, hein, qui veut faire plaisir aux classes moyennes en justement insistant sur cette redistribution de la fortune accumulée par certains, mais aussi en essayant de satisfaire ces classes moyennes avec de mesures destinées, par exemple, à contrôler les jeux en ligne ou à contrôler ces écoles du soir qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des parents qui préparent leurs enfants au bachotage. Enfin, il y a une série de mesures qui ont pour but d'essayer accroître ou renforcer la légitimité du régime, du Parti communiste par rapport à la société. Ouais. Christian, un mot de conjoncture, enfin pour peu qu'on le sache d'ailleurs, parce que ça reste quand même assez complexe, hein, toujours la conjoncture en Chine. La consommation d'électricité, les productions de ciment et d'acier, qui sont toujours un indicateur significatif, pointent sur un ralentissement qui était de toute façon attendu. La croissance, c'est quoi? C'est la croissance de la population active et de la productivité des travailleurs. Donc, de toute façon, la Chine a marché sur le haut pendant 30 ans, ce qui est, il faut s'en souvenir. Hein, elle a cru à 10% l'an pendant 30 ans. C'était hors norme, mais c'était un colossal rattrapage qui s'expliquait à la fois par les investissements gigantesques des multinationales en Chine et par le basculement d'une part très significative des populations rurales vers les villes. Hein, et au passage, on basculait une population dans l'agriculture à productivité quasi nulle vers deux activités clés qui étaient l'activité de la construction et l'activité de l'industrie. C'était au cœur de la croissance des 30 Glorieuses en France. C'est le même mécanisme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus de population massive à transférer, quand vous avez des quartiers de ville qui ne sont pas habités parce qu'on a trop construit, et quand l'industrie commence à trouver des difficultés à exporter pour les raisons géostratégiques, et qu'en plus la population active commence à décroître, tout cela conduit à un ralentissement qui m'a fait anticiper déjà, je regarde ces questions depuis une dizaine d'années sur la Chine, et déjà il y a 10 ans, j'avais anticipé qu'à terme, la croissance chinoise tomberait à 3%. La seule question, c'était à quel moment, puisqu'il déjà il y a 10 ans, on anticipait la baisse de la population active. Donc moi, je pense qu'actuellement, la croissance chinoise n'est pas à 6, mais à 4,5, et qu'elle va tendre, je continue de penser qu'elle va tendre vers 3. La question, c'est est-ce que le basculement vers 3% de croissance se fait d'ici 3 ans, 5 ans ou 7 ans? C'est ça la grande question. Si je peux vas-y. Le principal problème, c'est le retour de la stagflation. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de pire économiquement. Il ne faut pas seulement raisonner croissance, il faut raisonner aussi profit. Absolument. Au mois d'août, les coûts font plus 9. L'inflation des coûts, plus 9 en Chine. L'inflation des prix à la consommation, plus 1. Donc, toutes les sociétés ont une pression sur leurs marges et n'ont plus de quoi investir et embaucher comme avant. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple 15% de chômage chez les jeunes diplômés, qui est quelque chose qu'on n'a pas vu historiquement. Je regardais là, les Échos ont fait leur une d'ailleurs là-dessus, donc Evergrande, qui est, quand on regarde un peu ce conglomérat Evergrande, c'est quelque chose d'ahurissant. Il y a tout, ça démarre sur de la construction, mais derrière ils font de la voiture électrique, ils font de l'eau minérale, ils font du tourisme, etc. 250 milliards, l'équivalent de 257 milliards d'euros de passifs. Alors, pour une entreprise qui fait 100 milliards d'euros de ventes immobilières, effectivement, chaque année, mais il y a comme ça des points de fragilité
important, David, au cœur de ces rhinocéros gris. Mais la question, c'est de savoir si c'est systémique. C'est de savoir si c'est systémique. Voilà. Et en réalité, on oublie, la Chine a 300% de dette sur PNB, mais on oublie qu'elle a 150% de liquidité. Réserve de change. De liquidité. De liquidité. Et ce qui lui permet de... Lehman fait faillite, non pas parce que Lehman fait des pertes, mais parce que Lehman n'a plus de liquidité. Et donc, tout le problème actuellement, c'est de s'assurer que cette liquidité va pouvoir éponger Evergrande. Donc, le risque que vous avez, ce n'est pas un effondrement financier de la planète mondiale, c'est juste l'appauvrissement des Chinois, puisque leur économie accumulée vont servir à financer toutes les pertes que le système historique doit prendre. Donc tout le problème, c'est plus faible croissance avec augmentation des coûts et profit sous pression, moindre investissement, chômage qui monte. Donc, Jean-Pierre, je reviens à ce que vous disiez. Ça veut dire, là, aujourd'hui, le sujet pour le pouvoir, c'est éviter la crise sociale ? Oui, là, c'est clair, parce que les jeunes, comme il était indiqué, font face à des difficultés de trouver un emploi, surtout un emploi qualifié. Vous avez maintenant beaucoup de jeunes qui ont fait des études supérieures, des études spécialisées, et qui cherchent des emplois qualifiés, bien rémunérés, et ça devient de plus en plus difficile. La bagarre devient de plus en plus rude. Et donc, il y a des frustrations qui s'accumulent dans la société, notamment parmi les jeunes, et d'où le souci du gouvernement d'essayer de montrer qu'ils font quelque chose à la fois pour réduire les inégalités, mais aussi pour améliorer le filet de protection sociale. Vous savez que cette protection sociale elle est très inégale d'une ville à l'autre. Vous avez dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai des systèmes de garantie d'assurance santé qui sont quand même relativement satisfaisants, mais en dehors, comme c'est un système très décentralisé qui est géré en général par les villes, eh bien, vous avez dans beaucoup de villes moyennes une protection minimale. Donc et ça, c'est un vrai problème qu'il va falloir gérer à plus long terme. Mais pour l'instant, je crois que ce que j'observe chez les jeunes, c'est que vraiment une perte d'optimisme, si vous voulez, par rapport à leur avenir, à l'économie, et plus grande inquiétude, notamment pour s'insérer dans le marché, sur le marché de l'emploi. Attends, juste encore une question à Jean-Pierre. Ça, Jean-Pierre, c'est une rupture, mais pour moi qui regarde ça de loin depuis de très nombreuses années, une rupture incroyable. J'avais l'impression que, justement, au-delà de tout, la Chine était la jeunesse chinoise était une jeunesse optimiste, propre à croquer l'avenir à pleines dents, etc. C'est une rupture à ce point importante Alors, je sais pas je crois que c'est pas une rupture, c'est plutôt une usure, si vous voulez. C'est progressivement, l'optimisme a cédé la place à plus de questions, d'interrogations, et puis aussi d'inquiétudes qui sont dues à un environnement économique qui est moins favorable. Les gens qui se sont enrichis il y a 20 ou 30 ans et qui ont fait fortune sont devenus, évidemment, font l'objet de beaucoup de convoitises et de jalousie, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile dans ce contexte actuel de voir naître des Jack Ma, des Pony Ma et autres milliardaires. Et donc, le contexte est moins favorable. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que cette jeunesse est plus politisée et va se rebeller, comme on l'a vu par exemple il y a quelques années à Hong Kong. On en est encore loin. Je crois que les jeunes restent très loin du politique. C'est peut-être la bonne nouvelle pour le pouvoir, pour le Parti communiste, c'est que les gens sont assez peu politisés. Mais enfin, il y a quand même ce problème social qui va devenir, à mon avis, plus visible dans les années qui viennent. Christian. Non, moi, je voulais demander à Jean-Pierre une confirmation du chiffre que j'ai. Est-ce que vous confirmez, d'après toutes les données que j'ai, que le coût public retraite santé pour la Chine, c'est 8 points de PIB? Est-ce que c'est bien l'ordre de grandeur, la politique publique? Oui, donc c'est pas élevé. Oui, non, mais c'est de l'ordre de 8, vous êtes d'accord. Donc c'est un point clé. Alors nous, c'est 33, record voilà, du monde. Et là, les États-Unis, c'est 20 et l'Europe de l'Ouest, 25. Donc c'est quelque chose de très important pour les téléspectateurs.
c'est que le pays le plus redistributif au monde n'est pas la Chine, maoïste, exigiste, communiste, c'est la France, 33 points de PIB, c'est 4 fois le montant de la redistribution en Chine sur retraite santé. Et ça veut dire... retraite, alors, non, pour être tout à fait précis, pour le cas où il y aurait des spécialistes, 33 points de PIB, c'est le coût de la protection sociale dans son ensemble. Retraite en France, c'est 14 points de PIB, et la part publique de la santé, c'est plus de 9 points, donc c'est 24 et 9... 14 et 9, 23. Donc c'est 23 points à comparer aux 8. Donc c'est 3 fois plus. C'est Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui m'avait fait ce dessin, donc assez pessimiste sur la Chine, où il y avait un enfant unique, en fait, tout seul, qui portait sur ses épaules ses 2 parents, qui portaient eux-mêmes sur leurs épaules les 4 grands-parents, qui n'avaient absolument aucune protection. Et cet enfant unique-là, en fait, devait s'occuper d'absolument tout. Et il disait, c'est un destin terrible. Voilà, c'est-à-dire qu'on y arrive à ce moment-là. Et alors, je voulais juste, en une seconde, faire le lien avec le problème macroéconomique. En moyenne, dans les pays développés, l'investissement, c'est 20 points de PIB. La totalité de l'investissement, entreprise plus ménage plus État, ça varie entre 20 et 24 points de PIB. Donc, en Chine, c'est 45 points de PIB, c'est le double. Donc, le problème chinois identifié par le leadership chinois depuis 2013, c'est effectivement ce qu'ils ont appelé la double circulation, mais en réalité, c'est d'augmenter la part de consommation intérieure à partir de production chinoise. Le problème, c'est que donc si on investit 20 au lieu de 45, c'est qu'on consomme 80, mais dans les 80, il y a beaucoup de protection sociale, parce que ce n'est pas que négatif, la protection sociale. Le problème, c'est la qualité de la protection sociale. Le problème que j'ai toujours défendu devant vous, Stéphane, c'est pas qu'on ait 33 points de PIB de protection sociale ou 56 points de PIB de dépenses publiques en 2019. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Mais restons sur la Chine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire donc, le problème, c'est comment on bascule. Alors, ils ont imaginé, le leadership chinois, qu'on pouvait basculer uniquement sur la conso privée. Mais le fait qu'ils soient restés à 8 points de PIB montre qu'ils n'ont pas suffisamment perçu qu'il faut aller vers un système de protection sociale généralisé. Comme Jean-Pierre Cabestan le rappelait, il y a quelques villes chinoises où on a un peu de protection sociale, mais ailleurs, c'est très faible. Donc, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à prendre les décisions qui leur permettrait, par exemple, de passer de 8 à 15. Alors justement, quand Tencent est obligé de verser l'équivalent de 6 milliards de dollars, à qui d'ailleurs? Au budget de la République populaire de Chine, c'est ça, David? Parce qu'on dit ils ont versé, mais on ne sait pas trop à qui et comment ils ont versé. Alibaba, 13 milliards de dollars. C'est justement le début de la constitution d'une caisse de retraite et d'une caisse de solidarité. Au moins pour certains. Au moins pour certains, oui. Non, mais je crois, pour revenir au problème, la Chine a le problème de ce qu'on appelle le revenu moyen. Vous avez 10 000 dollars de PNB par tête. Et pour augmenter, vous devez passer d'une économie de manufacturing exportateur à une économie de services. Absolument. Et le problème qu'ils ont, c'est que ça arrive au moment du Covid, où le service est forcément digital. Mais ça n'arrive pas au moment du Covid, David. Ça fait 10 ans que j'entends parler de ça. Non, mais aujourd'hui, ils sont à 10 000 et aujourd'hui, ils doivent passer à l'accélération des services. Et cette accélération se fait à un moment où, et ça, ils ne l'avaient pas prévu, le Covid arrive, donc tous les services sont digitaux. Donc vous avez des groupes qui aujourd'hui sont en perte, mais qui, sur les projections 2023-2025, vont toutes être l'équivalent de GAFA qui gagnent des milliards, voire des dizaines de milliards, et qui donc vont être un État dans l'État, et que la jeunesse va suivre. Et donc, tout le problème, le problème ultime de la Chine aujourd'hui, c'est le contrôle. C'est le contrôle par le Parti communiste qui, aujourd'hui, sent qu'il perd sa jeunesse. Je vais vous donner un exemple. Une grande marque de luxe vient de faire une fantastique opération promotionnelle, 77 millions de vues sur Internet. Le Parti communiste a 80 millions d'adhérents. Si vous êtes à la tête du Parti communiste, et les 77 millions ne sont que des jeunes, vos 80 millions du parti, il n'y a pas que des jeunes. Et donc vous dites... C'est une très belle image. Et donc vous dites, le parti pour les vieux, c'est 1937 la longue marche, on vire les Japonais de Chine, donc on doit tout au parti. Notre génération, c'est 40 ans de croissance économique, donc on est d'accord avec le parti. Et le problème qu'a Xi Jinping aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'histoire à raconter. Parce que la seule histoire qu'il a, c'est l'environnement. Et vous savez que le pic des émissions en Chine, c'est 2030. Donc il a aujourd'hui une période de 10 ans où il dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ma jeunesse
quand je vois bien qu'elle va sur les réseaux sociaux dans un monde qui m'échappe, parce que c'est un monde virtuel, c'est le métaverse, que je ne contrôle pas du tout, et je vois qu'en plus, il y a une influence occidentale. Et ça vous explique que dans les mesures, on viendra peut-être aux mesures qui sont prises dans la granularité. Allons-y tout de suite, là, justement, offensif sur la tech. Ce qui est très gênant avec nous, c'est que pour nous, c'est que quand vous, objectivement, vous regardez ces mesures, il y en a qui sont tout à fait justifiées. Oui. Parce que les mesures anti-monopole sur Internet, les mesures contrôle des données, on rêverait de les avoir prises contre les GAFA il y a 10 ans. Oui. Donc là, vous êtes obligé de dire... Donc effectivement, il y a des mesures, il y a l'équivalent de notre RGPD, on va dire ça comme ça. Oui. Il y a des mesures, je découvre ça, je ne crois pas qu'on ait ça nous, mais il y a des mesures antitrust, des mesures surtout anti-concurrence, c'est-à-dire des logiciels qui aspirent les données de vos concurrents pour faire en sorte que vous ne quittiez pas... Enfin bref, exactement. Tout un tas, effectivement, donc d'éléments... C'est pour ça que vous savez... que font Google et Facebook tous les jours et qu'on aimerait arrêter. Éléments qui sont parfaitement légitimes. C'est pour ça que Jack Ma, qui chez nous est perçu comme une énorme victime, vous savez, en Chine, il y a beaucoup de Chinois qui disent il n'a que ce qu'il mérite. On sait où il est, là, Jack Ma ? Alors, non, je ne sais pas. Non. Il faut que vous ayez sans doute très très loin à la campagne pour le trouver. Donc, ça va vous prendre du temps. Jean-Pierre Cabestan, on sait où il est, Jack Ma ? Enfin, il est à Pékin, enfin, il est où à Hangzhou, hein, c'est sa base. Et il est en Chine, en tout cas. Il ne peut pas quitter la Chine en ce moment. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'apporterai une petite nuance parce que avec justement les grands groupes qui ont des positions monopolistiques comme Alibaba, Tencent et d'autres, le parti a évidemment lancé une offensive, mais il est aussi obligé de négocier. C'est-à-dire que le parti n'a pas toutes les cartes en main. Si vous prenez le cas de Alipay, qui est un moyen de paiement très répandu en Chine, qui a été développé par Alibaba, des millions de Chinois dépendent d'Alipay. Donc, Xi Jinping ne peut pas du jour au lendemain supprimer ce mode de paiement. Donc, il y a une négociation qui se poursuit avec Alibaba. Évidemment, Jack Ma est allé trop loin. Il a voulu créer une banque sans prendre les risques d'avoir une banque. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais je pense que le pouvoir est obligé de faire avec tous ces grands groupes, leur rogner un peu les ailes pour... éviter qu'ils se profitent de leur position dominante, mais ce qui est bienvenu et bien accueilli par certains segments de la société, mais pour autant, je pense que ces grands groupes ne vont pas disparaître. Mais ils étaient perçus à un moment comme des armes de conquête au service du pouvoir. Absolument. Comme la fierté de la Chine. Et on se rend compte que en fait, ça n'a peut-être même jamais été le cas, finalement. Alors, je parle sous le contrôle de tout le monde, et notamment Jean-Pierre Cabestan, mais il y a 3 aspects dans ce qu'ils font vis-à-vis de la tech. Il y a les aspects contrôle des données au sens de RGPD, il y a bien l'antitrust, mais il y a quand même un 3e élément, qui est que c'est un système totalitaire absolu, qui s'est développé avec notamment le crédit social associé à chaque personne. Et donc là, ils se retrouvaient avec un système où ces grandes entreprises chinoises, donc les BATHX, se retrouvaient, Baidu, Alibaba, Tencent, se retrouvaient avec des données sur les Chinois qui étaient plus à jour et plus complètes que les données du Parti communiste sur les Chinois. Donc il y a ce 3e aspect-là aussi dans la reprise en main de la tech, un aspect que nous ne supporterions pas en Occident. Donc nous voudrions que Facebook et Google arrêtent de pomper les données de tout le monde, et effectivement on peut regretter de ne pas avoir suffisamment pris de mesures contre eux, mais en même temps on ne voudrait pas que ces données tombent dans une agence publique, ce qui va être le cas en Chine, parce que derrière les négos, il y a bien une négociation entre le Parti communiste et les grands de la tech sur le partage des richesses et sur le partage des données, mais je pense qu'in fine, le Parti communiste est en train de négocier avec ces groupes l'équivalent de la NSA américaine, c'est-à-dire que grand système d'écoute. Voilà, un immense système de recueil d'informations qui complète toutes les infos que le parti avait déjà sur chaque citoyen. C'est pour ça que quand vous êtes investisseur, un resserrement politique, en Chine, on y est habitué. On y a eu droit en 2013 avec la campagne anticorruption, on y a droit en 2018 avec une attaque contre le secteur privé, et à chaque fois on s'en est sorti. Donc la vraie question, c'est qu'il y a une partie des mesures qu'on comprend, celle qu'on vient d'évoquer sur Internet, puis il y a une autre partie de mesures qui sont purement idéologiques, où on dit supprimer l'éducation privée du jour au lendemain, attaquer les divertissements, dire que dans les universités, les LGBT doivent se référencer pour
aller à un cours de rééducation mentale et s'ils ne le font pas, il faut les dénoncer. Là, on a un problème idéologique qui relève du totalitarisme que vous... Oui, mais il s'attaque directement à cette jeunesse qui les inquiète pourtant, dont vous me disiez qu'il les inquiétait. David. Justement, vous voyez, c'est ça. Et donc, toute l'idée, c'est est-ce que dans les mois qui viennent, ce qu'a dit Jean-Pierre Cabestan, est-ce qu'on va retrouver des contre-pouvoirs qui font qu'il va y avoir un équilibre privé et public qui va être différent précédemment, parce que clairement, Xi a montré qu'il était plus prêt à tolérer ce qui était historiquement, mais on retrouve quand même un équilibre. Et la Chine peut rester ouverte. Alors, à l'inverse, si on ne retrouve pas l'équilibre, là, il faut se poser une question un peu folle. La Chine a été ouverte de 2001 à 2017, de manière relative, avec les réseaux sociaux, l'OMC. Est-ce qu'il faut s'apprêter à avoir une Chine qui se ferme, non pas pour un an, mais qui se ferme pour 10-15 ans? Alors on posera la question après la pause, mais juste une petite question aussi, Jean-Pierre Cabestan, parce qu'il y a aussi des choses qui nous intéressent directement. Je regardais par exemple la pression mise sur Didi, sur les VTC et sur les plateformes de livraison. Il y a une pression mise directement sur ces grosses plateformes pour de meilleures conditions de travail pour l'ensemble de leurs livreurs et l'ensemble de leurs salariés. Très occidental là aussi comme sujet. Justement, c'est le pouvoir de Xi Jinping, il souffle le chaud et le froid. Là, vous avez des mesures sociales qui permettent justement d'attaquer des grands groupes, que ce soit Didi ou Alibaba, qui font travailler leurs employés dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables, et notamment 6 jours par semaine, 12 heures par jour. C'est le slogan de Jack Ma, et c'est un slogan qui est maintenant été utilisé par le pouvoir pour essayer à la fois d'affaiblir ces grands groupes, mais aussi de recueillir un supplément de popularité au sein de la population en disant on est de votre côté, on est du côté des travailleurs, des personnes qui n'ont pas bénéficié autant que ces milliardaires de l'histoire de la Chine. Et donc, c'est aussi un moyen pour Xi Jinping de se préparer au prochain congrès. Il apparaît comme à la fois un réformateur, mais quelqu'un qui reste proche du peuple et qui montre que le Parti communiste est du côté des personnes les moins avantagées. Mais est-ce que ça va fonctionner? La vraie question, c'est qu'effectivement, le Parti communiste lui-même n'est pas une, si vous voulez, une institution auquel les jeunes Chinois pensent de manière permanente. Ils sont, comme le disait David, ils sont un peu sur une autre planète. Et donc, le pouvoir, avec sa propagande, tout ce qui peut dire justement ces offensives contre les fan clubs, contre les LGBT ou contre tous ces jeunes qui sont maintenant évidemment très, très, très dépendants de la toile et des jeux en ligne. C'est pas comme ça que Xi Jinping va recueillir un supplément de popularité auprès de ces jeunes. Mais donc ça, c'est vrai, c'est un message contradictoire qu'on voit Xi Jinping à la société chinoise. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes.